Après 15 ans de mariage, ma femme m'a mis à la porte pendant une tempête après avoir cru au mensonge de mon beau-fils. Sors de chez moi. Tu n'as plus ta place ici, a-t-elle hurlé. Je suis juste parti. 3 heures plus tard, la police a appelé. Salut, Reddit. Le fils de ma femme, âgé de 29 ans, m'a faussement accusé de quelque chose que je n'avais pas fait, et ma femme l'a cru. Installez-vous confortablement, et laissez-moi vous raconter ce qu'il s'est passé. J'aurais dû savoir que quelque chose clochait à la seconde où je suis entré dans l'allée, et que j'ai vu la Camaro de Luc garée de travers sur les 2 places. Cette voiture était une 2004, avec un joint de culasse mort et des rêves de vitesse, mais Luc l'a traitée comme si c'était une Lamborghini. Ça faisait 3 ans qu'il la restaurait. La seule chose qu'il avait réussi à restaurer, c'était ma patience, qu'il avait ramenée à 0. Je m'appelle Karl, j'ai 51 ans, je suis un homme, et je suis responsable des installations au centre médical Saint-Vincent à Columbus, dans l'Ohio. Je fais tourner les hôpitaux, les chaudières, les systèmes CVC, les panneaux électriques, les générateurs de secours, tout ce truc auquel personne ne pense jusqu'à ce que ça tombe en panne. Je fais ça depuis 23 ans, et je suis doué pour ça. Voici mon histoire, car vous aurez besoin du contexte. J'ai grandi à Zanesville, dans une famille ouvrière. J'ai appris très tôt que personne ne viendrait me sauver. J'ai été marié une fois auparavant, avec Christine. Nous avons tenu 4 ans avant qu'elle ne me quitte pour son instructeur de CrossFit. Pendant le divorce, elle m'a jeté quelque chose au visage qui expliquait beaucoup de choses. Je ne peux pas avoir d'enfant. Faible numération, faible mobilité. Elle voulait une famille, et je ne pouvais pas la lui donner. Brad, apparemment, le pouvait. Donc, à 35 ans, j'ai réalisé que je passerais probablement le reste de ma vie célibataire à cause de ça. Je ne vais pas mentir, ça me donnait l'impression d'être un déchet, jusqu'à ce que je rencontre Trish. Nous nous sommes rencontrés à un enterrement, celui de sa tante. Elle m'a parlé de son divorce, de son fils adolescent, de son travail de responsable dans un cabinet dentaire. Elle semblait fatiguée, d'une manière que je reconnaissais. Nous étions sur un pied d'égalité, portant tous deux nos bagages, cherchant tous deux quelqu'un avec qui partager le fardeau. Les premières années ont été bonnes. Trish était douce à l'époque, reconnaissante. Elle me disait que j'étais la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Luc, c'était plus difficile. Il avait 14 ans quand je suis arrivé dans le décor. En colère, il me testait constamment pour voir quand est-ce que je me tirerais, comme son père l'avait fait. Je ne me suis pas tiré. Une partie de moi pensait qu'élever Luc était ma chance de connaître la paternité. Peut-être que je pouvais être un père pour quelqu'un qui en avait besoin. Ça ne s'est pas passé comme ça. Au moment où Luc a atteint la vingtaine, je voulais juste un respect basique. Ce que j'ai eu, c'est un gars de 29 ans qui me traitait comme un propriétaire avec qui il était coincé. Maintenant, laissez-moi vous raconter la nuit où tout s'est effondré. Ce mardi-là avait commencé normalement. Une garde de 12 heures à l'hôpital. Un condenseur cassé au 4e étage. Au moment de pointer pour partir, mes épaules me faisaient mal, et mes mains sentaient le fluide frigorigène. J'ai conduit jusqu'à la maison sous une pluie qui n'arrivait pas à décider si elle voulait vraiment tomber. Trish avait fait un rôti. Luc s'est pointé vers 19 heures. Sans frapper, il ne frappait jamais. Il est juste entré comme s'il vivait toujours là, même s'il avait déménagé à 24 ans, était revenu à 26 ans, reparti à 27 ans, et séjournait actuellement de manière temporaire depuis 14 mois. C'est Luc tout craché. Il est allé directement au frigo, a attrapé les restes, s'est laissé tomber sur la chaise en face de moi, et a commencé à faire défiler son téléphone tout en mangeant. Et, Luc, j'ai dit. Tu mets de la sauce partout sur la table. Il a levé les yeux juste assez longtemps pour me lancer ce regard, ce mélange de je m'en fiche et de tu me saoules qu'il maîtrisait très bien depuis des années. Ouais, je vais nettoyer, a-t-il marmonné, puis il est retourné à son téléphone. Il n'allait pas nettoyer. Nous le savions tous les deux, mais j'ai laissé couler. J'avais arrêté de me battre avec lui il y a des années. Le gamin avait un don pour transformer n'importe quoi en confrontation, et j'avais appris que la seule façon de gagner était de ne pas jouer. Trish est arrivée du salon, a vu Luc, et toute son attitude a changé. Elle a pris cette voix lumineuse qu'elle n'utilisait plus jamais avec moi. Oh, chérie, a-t-elle dit. Je ne savais pas que tu passais. Luc a haussé les épaules. Je dépose juste du courrier qui a été envoyé chez moi.
Il a sorti une pile d'enveloppes de la poche de son sweat à capuche, et les a jetées sur le comptoir. J'ai eu un aperçu avant qu'il ne les couvre de sa main. Des logos d'agences de recouvrement, des tampons de dernier avis, tous adressés à notre maison. C'est quoi tout ça, j'ai demandé. Ses yeux ont filé vers moi. Rien, juste des pubs. Il a balayé les enveloppes dans sa poche et est retourné à son téléphone. J'ai laissé tomber. J'aurais dû insister. Son père biologique était parti quand il avait 8 ans. Un type nommé Wayne. Il a envoyé des cartes d'anniversaire pendant quelques années, puis plus rien. Aux dernières nouvelles, il vivait à Toledo avec une nouvelle femme et 2 enfants issus de son mariage précédent, jouant au papa pour les enfants d'un autre pendant que son propre fils grandissait en colère. Je comprenais que ça les bousillait. J'ai essayé d'être patient à ce sujet pendant environ une décennie. J'ai essayé. Je suis allé au match de baseball, aux événements scolaires, et je l'ai récupéré tard le soir après des fêtes qui avaient mal tourné. Je lui ai appris à conduire dans mon camion. Je l'ai aidé avec ses candidatures, sa recherche d'appartement, et tout ce qu'un père est censé faire. Mais à un moment donné, j'ai réalisé la vérité. Luc n'était pas traumatisé. C'était juste un connard qui utilisait ses problèmes paternels comme excuse pour mal se comporter. Et Trish l'encourageait à chaque étape. Trish s'est assise à côté de lui demandant des nouvelles de son travail. Il travaillait dans une boutique de vapotage depuis quelques mois. Avant ça, c'était l'accueil d'une salle de sport. Avant ça, c'était de la création de contenu freelance, ce qui, d'après ce que je pouvais voir, signifiait faire des TikTok. J'ai fini de manger et j'ai apporté mon assiette à l'évier, commençant à la rincer. La pluie s'était intensifiée, tapant fort contre la fenêtre de la cuisine. Puis le téléphone de Luc a vibré. Il a regardé l'écran et tout son corps a changé, mâchoire serrée, épaules en arrière. Il a semblé presque paniqué pendant une seconde. Puis il a regardé Trish. « Maman, il faut qu'on parle. » Maintenant. Trish a cligné des yeux. « Qu'est-ce qui se passe ?» Luc s'est levé, laissant son assiette sur la table, la sauce coulant toujours. Il a marché vers le salon, puis s'est arrêté et m'a pointé du doigt. « C'est à propos de lui. » J'ai coupé l'eau, essuyé mes mains sur le torchon. « D'accord, quoi à propos de moi ?» Son visage a pris une expression que j'avais déjà vue. Cette expression de « c'est moi la victime » qu'il affichait chaque fois qu'il avait besoin que Trish prenne son parti. « Je sais ce que tu fais » a-t-il dit. Sa voix était stable, comme s'il avait répété. « J'ai des preuves. » Trish s'est levé. « Luc, de quoi tu parles ?» Il a levé son téléphone comme si c'était une pièce à conviction. Il accède à mes comptes, il se connecte à mes trucs. Je reçois des alertes depuis des semaines concernant des connexions depuis cette adresse. Mon estomac s'est noué. C'est ridicule, ai-je dit. Luc a continué, parlant à Trish maintenant. Je ne voulais rien dire parce que je n'étais pas sûr, mais ensuite j'ai trouvé des messages, des menaces. Il piste mes déplacements, il fouille dans mes affaires bancaires. Le visage de Trish est devenu pâle. Carl, est-ce que c'est vrai? Bien sûr que non. Je ne connais même pas ses mots de passe. Je me fous complètement de ses comptes. Luc a laissé échapper un rire amer. Bien sûr, c'est pour ça que tu me prends la tête avec l'argent depuis des années. Puis il s'est tourné vers Trish, la voix devenant plus forte. Tu vois comment il devient? C'est exactement ce que je te disais. Il m'a coincé près de la porte la semaine dernière, il m'a agressé verbalement pour de la vaisselle. Je t'ai demandé de rincer une assiette, ai-je dit. Il a mis les mains sur moi, maman. Je ne voulais pas te le dire parce que je savais que tu pèterais les plombs. Trish a pressé sa main contre sa poitrine. Carl, je pense que tu dois expliquer ce qui se passe. Il n'y a rien à expliquer. Il invente tout ça. Le menton de Luc tremblait juste assez pour avoir l'air convaincant. Maman, je ne peux pas continuer à gérer ça. Il devient pire. Ce mot, pire. Ça semblait répété. Le visage de Trish s'est durci. Je pense que tu devrais partir, a-t-elle dit. J'ai cligné des yeux. Quoi? Tu m'as entendu. Sors. Trish, je vis ici. C'est ma maison. Sa voix est montée. C'est notre maison, et je te dis de partir. Mon fils ne se sent pas en sécurité. Je ne me sens pas en sécurité.
Sors. J'ai regardé Luc. Il cachait à peine son sourire narquois. J'ai attrapé ma veste, mon portefeuille, mes clés, et j'ai ouvert la porte arrière. La pluie froide m'a fouetté le visage. Je suis sorti dans la tempête, je suis monté dans mon camion, et je suis parti. Il était 20h47. À 23h50, mon téléphone a sonné. J'étais assis sur le parking d'un Applebee's fermé depuis 3 heures. Moteur éteint, chauffage éteint. Juste moi sous la pluie, et ce genre de silence où l'on peut s'entendre respirer. Je ne savais pas où aller d'autre. Je ne pouvais pas retourner à la maison. Je ne voulais pas débarquer chez quelqu'un à cette heure-ci. Alors, je suis resté assis là à regarder la pluie. 15 ans. 15 ans à être présent, à être le gars qui réparait les robinets qui fuyaient, qui payait l'hypothèque, et qui n'élevait jamais la voix. Même quand Luc me traitait de tous les noms dans sa barbe au dîner de Thanksgiving. 15 ans à penser que je construisais quelque chose de permanent. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais sorti Luc du pétrin. L'argent que je lui avais prêté et qu'il n'avait jamais remboursé. Les voitures que je l'avais aidé à acheter. Les appartements que je l'avais aidé à emménager et à déménager. J'ai pensé aux années passées à essayer d'être un père pour un gamin qui n'en voulait pas. Et j'ai pensé à Trish. La façon dont elle m'avait regardé dans cette cuisine, comme si j'étais l'ennemi, comme si notre mariage ne signifiait rien comparé à une accusation de son fils. Le téléphone s'est allumé avec un numéro que je ne reconnaissais pas indicatif local. Monsieur Holloway, c'est l'agent Reyes de la police de Columbus. Nous avons reçu un signalement et devons vous poser quelques questions. Vous avez une minute? Sa voix était calme. Professionnelle. Je pouvais entendre la radio du dispatching grésiller en arrière-plan. Est-ce que je suis en état d'arrestation? Non, monsieur. Nous effectuons une visite de contrôle basée sur certaines informations que nous avons reçues. Ça a crispé ma mâchoire. Quelqu'un avait appelé les flics et m'avait dépeint comme une menace. Quel genre d'informations, j'ai demandé. Il y a eu une pause. Monsieur, êtes-vous au courant de ce que votre beau-fils raconte à votre sujet? Je suis au courant qu'il ment. Une autre pause. L'agent Reyes s'est raclé la gorge. Pouvez-vous me dire où vous êtes en ce moment? Je le lui ai dit. Il m'a demandé si j'avais quitté le domicile volontairement. J'ai dit oui. Il m'a demandé s'il y avait eu une altercation physique. Non. Il a dit que j'avais bloqué une porte, ce qui s'était réellement passé, c'est que je lui avais demandé de laver une assiette. Reyes est resté silencieux une seconde. Puis il a posé une question qui a fait tout s'imbriquer. Monsieur, à qui est le nom sur l'acte de propriété? Je me suis redressé. Qu'est-ce que vous voulez dire? La maison sur Glenwood Court. Est-ce que votre nom est sur l'acte? J'y ai réfléchi. Je me suis souvenu du refinancement en 2015. Trish avait plombé son crédit avec des dettes de shopping et un prêt automobile en défaut de paiement de son premier mariage. L'agent de crédit avait dit que nous aurions un meilleur taux si j'étais le seul sur les papiers. J'avais accepté parce que je lui faisais confiance. C'est ce qu'on fait quand on est marié. Ouais, ai-je dit lentement. Juste le mien. Il y a eu une longue pause. Monsieur Holloway, je vais noter que vous avez pleinement coopéré lors de cet appel. La plainte semble assez vague. Aucune preuve de menace réelle. Vous n'êtes inculpé de rien pour le moment. Et la plainte? Elle est enregistrée, mais non fondée. Si quelque chose change, nous vous contacterons. La ligne a coupé. Je suis resté assis là un long moment, à regarder la pluie ruisseler sur le pare-brise. Luc avait merdé. Il avait supposé que la maison était à Trish, ou à nous deux. Il n'avait pas pensé à la possibilité que le gars qu'il venait de piéger soit le seul nom sur l'acte de propriété. J'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine, comme réaliser que j'avais des options que j'ignorais avoir. J'ai démarré le camion et j'ai conduit jusqu'à chez mon pote Eddie, dans l'est de la ville. Nous travaillons ensemble à l'hôpital depuis 16 ans. On avait commencé le même mois, on couvrait les gardes de l'un et l'autre quand la vie devenait compliquée. C'était le genre de gars qui vous aidait à déménager sans jamais poser de questions. Eddie avait 54 ans, divorcé 2 fois, et il était arrivé à ce point où l'on accepte simplement que la vie va vous lancer des trucs à la figure. Sa femme, Monica, était sa 3e tentative de mariage. Ils étaient ensemble depuis 8 ans. Elle était infirmière en soins intensifs dans le même hôpital. De bonnes personnes,
tous les deux. La lumière de son Porsche était allumée quand je me suis garé. Eddie a ouvert la porte en pantalon de survêtement et avec un vieux maillot des Browns. Il a regardé mon visage. Il a regardé la pluie tremper ma veste. La chambre d'amis a des draps propres, a-t-il dit. Le café sera prêt le matin. C'était Eddie. Je me suis écroulé dans leur chambre d'amis et j'ai fixé le plafond pendant des heures. Je ne cessais de me réveiller avec l'écho de la voix de Trish, me disant que je n'avais pas ma place dans ma propre maison. Au matin, j'avais un plan. Eddie a fait des œufs et des toasts. Nous avons mangé dans sa cuisine alors que le soleil se levait, gris et faible, à travers la fenêtre. Monica était partie pour sa garde 1 heure plus tôt, mais elle avait laissé un mot sur le comptoir, c'est sa faute, pas la tienne. Il y a du café dans la cafetière. J'ai mangé sans rien goûter. Je continuais à penser à la veille au soir. L'expression sur le visage de Luc quand il m'avait pointé du doigt, la façon dont Trish l'avait cru instantanément. Il m'a finalement demandé ce qui s'était passé. Je lui ai donné la version courte. Eddie mâchait son toast lentement. Ce gamin a toujours été une source d'ennui. C'est un euphémisme. Alors, c'est quoi le plan? J'ai sorti mon téléphone, j'ai commencé à fouiller dans les emails, les relevés bancaires, les registres du comté, des trucs que je n'avais pas regardés depuis des années parce que je faisais confiance à Trish pour gérer la paperasse du ménage. C'était notre arrangement. Elle payait les factures, je gagnais l'argent. Mauvaise idée, avec le recul. C'était là. Acte de garantie de 2015. Mon nom, seulement mon nom. Je l'ai fixé un long moment. Je me suis souvenu de la signature chez le notaire, la pile de documents, l'agent de crédit expliquant que le nom de Trish ne pouvait pas figurer sur l'acte à cause de son historique de crédit. Nous avions parlé de l'ajouter plus tard, une fois ses scores améliorés. Nous ne l'avons jamais fait. Eddie s'est penché pour regarder. Elle n'y est pas du tout. Son crédit était foutu. On a refinancé à mon nom uniquement pour un meilleur taux. Elle a signé à la clôture, mais son nom n'allait pas sur l'acte. Eddie a laissé échapper un sifflement bas. Donc techniquement tu possèdes la maison. Elle ne fait qu'y habiter. Le silence qui a suivi était lourd. J'ai passé le reste de la matinée à creuser plus profondément. Rapport de crédit, relevé de compte, fouillant vraiment dans tout ce que j'avais confié à d'autres. Ce que j'ai trouvé m'a rendu malade. Des cartes de crédit de magasins que je n'avais jamais ouvertes. Un financement de téléphone, un prêt personnel d'un prêteur en ligne, tous liés à mon adresse. Certains utilisaient mon nom, d'autres des variantes. C'est Holloway, Kardashian. La piste était évidente une fois qu'on savait quoi chercher. Carte Amazon, 3000 balles. Best Buy, 1500 cents. 2 opérateurs téléphoniques différents, des abonnements à des services de jeux et des plateformes de streaming. Dommage total, environ 8,000 $. Tout allait vers des avis de recouvrement que Luc récupérait dans la boîte aux lettres avant que je ne rentre. Les enveloppes qu'il avait apportées ce soir-là, celles avec les logos des agences de recouvrement, celles qu'il avait fourrées dans sa poche avant que je ne puisse bien voir. Eddie a regardé par-dessus mon épaule. C'est lui qui a fait tout ça? Ouais. Et maintenant je comprends pourquoi il s'en est pris à moi. Luc avait besoin que je parte avant que je ne remarque les appels de recouvrement, avant que je ne vérifie le rapport de crédit. Alors, il a inventé une crise, fabriqué des accusations, poussé Trish à me jeter dehors, s'achetant du temps pour couvrir ses traces. La notification sur son téléphone ce soir-là, celle qui a fait changer son visage, je parierais de l'argent que c'était une alerte sur l'un de ses comptes. Peut-être un paiement dû. Peut-être un avis de recouvrement. Quelque chose qui l'a effrayé au point d'accélérer son plan. Sauf qu'il ne savait pas pour l'acte de propriété, et il ne savait pas que je découvrirais la fraude. J'ai pris mon téléphone et cherché un avocat local, quelqu'un qui gérait les litiges immobiliers et les divorces. Ouais, divorce. J'avais évité ce mot toute la nuit. Mais assis dans la cuisine d'Eddie, regardant les preuves de la fraude de mon beau-fils et la volonté instantanée de ma femme de le croire, le mot ne semblait plus lourd. Il ressemblait à un soulagement. J'ai trouvé un nom qui revenait souvent dans les avis. Vivien. Direct, obtient des résultats. Ne perds pas de temps. J'ai appelé et obtenu un rendez-vous pour l'après-midi même. Vivien Cross travaillait dans un petit bureau à Grandview. 2e étage d'un vieux bâtiment qui était autrefois une banque.
Pas de salle d'attente chic, pas de réceptionniste, juste une porte avec son nom dessus et une femme dans la cinquantaine avec des yeux perçants et une tolérance zéro pour les bêtises. Elle faisait du droit de la famille depuis 25 ans. Commencez par le début, a-t-elle dit. Ne mettez pas les trucs ennuyeux. Alors, je lui ai tout raconté. L'accusation, la tempête, le visage de Trish quand elle m'a dit de sortir, l'appel du flic à minuit, l'acte avec seulement mon nom dessus, la fraude que j'avais découverte ce matin-là. Elle a écouté sans m'interrompre, prenant des notes sur un bloc-notes. Quand j'ai fini, elle s'est adossée à sa chaise et m'a observé un long moment. « Votre femme n'est pas sur l'acte » ? Non. Et elle a fait changer les serrures ? J'ai découvert plus tard qu'elle l'avait fait. J'ai reçu un texto de mon voisin Gus à propos d'un camion de serrurier dans l'allée le jour après mon départ. Gus avait 72 ans et passait la majeure partie de sa retraite à surveiller la rue depuis la fenêtre de son salon. Rien ne se passait sur Glenwood Court sans qu'il le voie. Vivien a hoché la tête. Ça joue en notre faveur, en fait. Ça montre qu'elle pense pouvoir contrôler la propriété. On peut utiliser ça. Elle a exposé le plan. Demander l'occupation exclusive puisque mon nom était le seul sur l'acte. Documenter la fraude pour les bureaux de crédit et potentiellement les forces de l'ordre. Préparer une notification via le bureau du shérif et, oui, demander le divorce. Elle a dit que les tribunaux étaient engorgés, mais parce que l'acte était uniquement à mon nom, nous pouvions aller plus vite que la plupart des cas. Pas de litige de propriété compliqué, juste de la paperasse. Ne les contactez pas, a-t-elle dit. N'allez pas à la maison. Vous notez tout. Vous gardez le silence et vous me laissez gérer le côté juridique. Ça ne semble pas suffisant. Vivien a souri. Être patient, c'est comme ça qu'on bat des gens comme ça, monsieur Holloway. Ils pensent qu'ils ont gagné en ce moment. Ils pensent qu'ils se sont débarrassés de vous. Les gens qui pensent avoir gagné deviennent imprudents. Ils font des erreurs. Ils postent des choses sur les réseaux sociaux qu'ils ne devraient pas poster. Ils dépensent de l'argent qu'ils ne devraient pas dépenser. Et quand le shérif frappera à cette porte avec les papiers, ils ne le verront pas venir. Elle avait raison. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai pratiquement disparu. Je restais chez Eddie, j'allais au travail, je rentrais, je notais tout. À l'hôpital, je gardais la tête basse, je réparais ce qui devait l'être. J'ai changé des filtres, réenclenché des disjoncteurs, remplacé un capteur défectueux au 3e étage qui rendait le personnel infirmier fou. Le travail était la seule chose qui semblait normale. Le seul endroit où j'étais toujours juste Carl, le gars qui faisait tourner les choses. Mon superviseur a demandé si tout allait bien. J'ai dit que j'allais bien. Il n'a pas insisté. Chaque matin, en allant au travail, je passais devant ma maison, non pas pour me sentir plus mal, mais pour voir ce qui se passait. La Camaro de Luc était là plus souvent, avec 2 autres voitures que je ne reconnaissais pas. La pelouse devenait haute, les ordures s'empilaient près du garage. Un matin, j'ai vu un camion de livraison déposer un énorme carton de téléviseur à écran plat. Le lendemain, des cartons de chaises de gaming empilés sur le porche. Le jour d'après, quelque chose de gros et lourd qu'il a fallu 2 gars pour porter. Jérôme, le pote d'Eddie, faisait des tournées de livraison dans le coin. Quand Eddie lui a dit ce qui se passait, Jérôme a dit qu'il déposait beaucoup de colis à mon adresse ces derniers temps. Équipement de jeu, grande télé, pièces d'ordinateur. Je n'étais pas surpris. Luc avait toujours voulu des trucs qu'il ne pouvait pas se payer. Maintenant, il les achetait avec mon nom et mon crédit. Pendant ce temps, mon voisin Gus m'envoyait des captures d'écran des réseaux sociaux de Luc. Gus avait 72 ans et s'ennuyait. Le compte de Luc était public. Vous devinez la suite. Des posts sur le fait d'être enfin libre de beaux-parents narcissiques. Une visite vidéo de sa nouvelle installation dans ce qui était mon bureau. Mur peint en noir. Des bandes LED partout. Des commentaires d'inconnus lui disant à quel point il était courageux. Un post disait, parfois, il faut couper le poids mort pour se trouver soi-même. J'étais le poids mort. J'ai sauvegardé les captures d'écran. Je me suis dit qu'elles serviraient. Trish a appelé 2 fois pendant ces 2 semaines. J'ai laissé les 2 appels aller sur messagerie. Le premier était en colère. Elle voulait savoir pourquoi je ne décrochais pas, pourquoi j'étais puéril, pourquoi je ne pouvais pas juste rentrer et parler comme des adultes. Elle a dit que je rendais ça plus difficile que nécessaire, comme si j'étais le problème,
comme si je m'étais mis à la porte moi-même. Le deuxième message vocal est arrivé une semaine plus tard, ton différent, plus doux. Elle a dit que les choses étaient compliquées avec Luc, qu'elle s'était peut-être précipitée, qu'on devrait régler ça ensemble. Elle a dit que la maison semblait vide sans moi, que ma cuisine lui manquait. Pas moi, ma cuisine. Aucun message ne mentionnait la fraude. Aucun message n'était une excuse. Je n'ai pas rappelé. Au travail, je gardais la tête basse et je faisais mon boulot. La routine aidait. Ça me donnait autre chose à penser que le désastre qu'était devenu mon mariage. Eddie prenait des nouvelles tous les 2 jours. Juste comment ça va, et tu as besoin de quelque chose? C'est ça, le truc avec les vrais amis. Ils n'en font pas des tonnes. Ils sont juste présents. Monica laissait des mots sur le comptoir quand elle partait pour ses gardes du matin. Des petites choses. Il reste des pâtes au frigo. Le café est frais. Une fois, elle a laissé un post-it qui disait juste « Tu fais ce qu'il faut ». J'ai gardé celui-là. Le 12e jour, Gus m'a envoyé une photo par texto. Un U-Haul dans l'allée, Luc et 2 de ses potes chargeant des cartons dedans, le simulateur de course, la chaise de gaming, la télé que je les avais vus livrer 2 semaines plus tôt. Il déménage des trucs, a écrit Gus. Il a l'air nerveux. J'ai transféré ça à Vivien. Le 16e jour, elle a appelé. C'est bon pour nous. Le shérif remet l'avis d'expulsion jeudi à 11h. Soyez là. Gardez le silence à moins que quelqu'un ne vous pose une question directe. J'ai raccroché et je me suis assis dans le jardin dédié à regarder le soleil se coucher. Il s'est assis à côté de moi sans rien dire. Demain, j'allais tout démolir. La nuit avant la visite du shérif, je n'ai pas pu dormir. Allongé dans la chambre d'amis d'Eddie, fixant le plafond, imaginant différents scénarios. Et si Trish se mettait à pleurer? Et si Luc perdait son sang-froid? Et s'il refusait de partir et que tout se transformait en confrontation? Je continuais à penser à la première fois où j'avais vu cette maison avant le refinancement, avant que Luc n'emménage pour la 3e fois, avant que tout ne parte en vrille. Trish et moi l'avions visité un samedi après-midi. Les anciens propriétaires étaient déjà partis. Des pièces vides, des sols éraflés, des murs qui avaient besoin de peinture. Elle s'était tenue dans la cuisine et avait dit « Je nous vois bien ici ». Et je l'avais cru. J'avais mis mon nom sur l'hypothèque parce que son crédit était foutu. Je l'avais fait parce que je l'aimais, parce que je lui faisais confiance. Parce que c'est ce qu'on fait quand on est marié. Et maintenant, j'étais sur le point de tout reprendre. Eddie a frappé à la porte vers minuit, m'a trouvé assis sur le bord du lit. « Tu tiens le coup ?» Non. Il s'est assis dans l'embrasure de la porte. « Tu sais que tu prends la bonne décision. » Je sais. Ça ne fait pas de bien pour autant. Il est resté silencieux une seconde. Puis il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Monica m'a quitté une fois, en 2018. On s'engueulait à propos d'argent. Elle a fait un sac et est restée chez sa mère pendant 2 semaines. Je pensais que c'était fini pour nous. Je ne savais pas ça. Personne ne le sait. On a arrangé les choses. Mais j'ai compris un truc. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à te choisir. Soit ils le font, soit non. Et s'ils ne le font pas, leur courir après ne fait qu'aggraver les choses. Il s'est levé. Essaie de te reposer. Demain va être rude. Je n'ai pas dormi, mais j'ai arrêté d'imaginer des scénarios. Jeudi matin est arrivé, froid et clair. Premier vrai jour ensoleillé en 2 semaines. J'ai mis un jean, une chemise en flanelle, et ma veste de travail. Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain. 51 ans, cheveux grisonnants, plus de rides sur le visage qu'avant. Mais je ressemblais à un homme qui avait pris sa décision et qui allait aller jusqu'au bout. C'était suffisant. J'ai conduit jusqu'à Glenwood Court et je me suis garé 3 maisons plus loin, près de chez Gus. Il m'avait proposé de regarder depuis son salon, mais j'ai dit non. Je voulais être dehors. Je voulais qu'il me voie debout là quand tout éclaterait. La rue semblait la même que d'habitude. L'érable dans notre cour avant commençait à changer de couleur. J'avais planté cet arbre l'été après notre mariage avec Trish. J'avais creusé le trou moi-même. Je l'avais arrosé chaque semaine pendant 3 ans jusqu'à ce qu'il prenne racine. C'est drôle, les trucs auxquels on pense quand sa vie est sur le point de changer. La voiture du shérif s'est arrêtée à 11h18.
Un gros Chevy Tahoe avec le sceau du comté sur la porte. L'adjoint était un type costaud dans la quarantaine, avec une moustache qui semblait être là depuis l'administration Reagan. Il a remonté l'allée en portant un dossier comme s'il livrait une pizza. Décontracté, pas pressé. J'ai regardé depuis mon camion, les mains posées sur le volant, le cœur battant plus vite que je ne voulais l'admettre. Trish a ouvert la porte avant que l'adjoint ne frappe. Elle avait dû voir la voiture par la fenêtre. Elle portait un pantalon de yoga et un pull trop grand, ses cheveux tirés en une queue de cheval désordonnée. Elle paraissait plus vieille que dans mon souvenir, épuisée. Luke est apparu derrière elle, pieds nus, short de basket, casque de gaming toujours autour du cou comme s'il avait été en pleine partie. Il avait l'air plus agacé qu'inquiet, comme si cela interrompait quelque chose. L'adjoint a parlé en premier. Calme. Madame, je suis ici pour vous remettre un avis. Cette propriété appartient à Carl Holloway. Vous avez 14 jours pour quitter les lieux. La bouche de Trish s'est ouverte. Luke l'a bousculé pour passer. C'est des conneries. C'est notre maison. L'adjoint n'a pas réagi. 14 jours, monsieur. Trish a retrouvé sa voix. Il doit y avoir une erreur. L'adjoint lui a tendu les papiers. Pas d'erreur, madame. Je me suis avancé à ce moment-là, je suis sorti de mon camion, et j'ai remonté l'allée lentement et sûrement. Trish m'a vu. Son visage est passé par tout un tas d'émotions à la fois, confusion, colère, quelque chose comme de la peur. Carl, c'est quoi ça? Je me suis arrêté au bord du porche. C'est moi qui reprends ma maison. Le visage de Luke s'est tordu. Tu ne peux pas faire ça. On va se battre. On va prendre un avocat. Vas-y, ai-je dit. Pendant que tu y es, explique peut-être à ton avocat comment il se fait qu'il y a 8,000 balles de fraude liées à des comptes à cette adresse. Luke est devenu pâle, comme vraiment blanc, comme si quelqu'un venait de lui annoncer la pire nouvelle de sa vie. Trish regardait tour à tour l'un et l'autre. Quelle fraude? De quoi il parle? La mâchoire de Luke s'est serrée. Il ment. Il invente des trucs pour me pourrir. J'ai sorti mon téléphone, montré l'écran à Trish, le rapport de crédit, les relevés de compte, les dates et les montants. Carte de magasin, ai-je dit. Financement de téléphone, prêt personnel. Tous ouverts en utilisant mon adresse, certains avec mon nom dessus. Tu veux deviner qui récupérait les avis de recouvrement dans la boîte aux lettres avant que je ne rentre? Trish a fixé l'écran, puis Luke. Quelque chose en elle a juste lâché. J'ai vu 15 ans d'excuses pour lui s'effondrer en environ 3 secondes. Luke a-t-elle dit doucement. S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. Le masque de Luke s'est fissuré juste une seconde. Puis il s'est repris, basculant de nouveau en mode victime. Il essaie de me piéger. C'est exactement ce que je disais. Il est vindicatif et il essaie de gâcher ma vie. L'adjoint s'est raclé la gorge. Madame, monsieur, c'est une affaire civile. Je suis juste là pour remettre la vie, pas pour me mêler de ça. Vous avez 14 jours. Il a remis les papiers à Trish. J'ai regardé Luke, j'ai soutenu son regard jusqu'à ce qu'il détourne les yeux. Il ne pouvait même pas me faire face. 14 jours, ai-je dit, et puis je me suis retourné et j'ai marché vers mon camion. J'ai juste marché lentement et sûrement le long de l'allée. Derrière moi, j'entendais la voix de Trish devenir plus forte. Luke, qu'est-ce que tu as fait? Luke. Luke. Je suis monté dans mon camion et je suis resté assis là 1 minute, les mains sur le volant, le cœur battant fort. J'avais l'air calme à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'était une autre histoire. J'ai pris une respiration, puis une autre. Puis je suis parti, sans regarder en arrière. Les 2 semaines suivantes ont été un bordel. Trish a appelé 11 fois. J'ai répondu une fois juste pour lui dire que tout devait passer par Vivien. Elle s'est mise à pleurer. Elle a dit que je déchirais la famille. Elle a dit que Luke n'était qu'un gamin qui avait fait de mauvais choix. Luke avait 29 ans. Quand est-ce que gamin cesse d'être une excuse valable? J'ai raccroché. Luke a essayé une approche différente. Il s'est pointé à mon travail. La sécurité m'a appelé depuis l'accueil. Il y a un gars ici qui dit être votre beau-fils. Il veut vous parler. Il commence à faire un scandale. Je leur ai dit de l'escorter dehors.
La sécurité de l'hôpital ne plaisante pas. Luc s'est retrouvé raccompagné au parking avec un avertissement que s'il revenait, ils appelleraient les flics. Il a laissé un message vocal après ça. Sa voix semblait désespérée. Tout le numéro de la victime s'effritait. Il voulait expliquer. Il voulait arranger les choses. Il a dit qu'il rembourserait une partie de l'argent si je laissais tomber l'histoire de la fraude. Une partie de l'argent. Comme s'il me faisait une faveur. J'ai sauvegardé le message vocal, je l'ai envoyé à Vivien. Plus de preuves. Les papiers du divorce sont passés plus vite que je ne le pensais. L'Ohio a une période d'attente, mais Trish n'a rien contesté. Peut-être qu'elle a enfin compris. Peut-être qu'elle était trop occupée à gérer le désastre de son fils pour perdre du temps sur un procès qu'elle allait perdre. Nous avons partagé les comptes bancaires en deux. Elle a gardé sa voiture. J'ai gardé la mienne. Les affaires personnelles ont été divisées selon qui avait acheté quoi. J'avais gardé les reçus depuis 15 ans. Tout s'est passé assez doucement, tout bien considéré. La maison était à moi. Ça n'a jamais été sujet à débat. Pendant ces 2 semaines, Gus m'a tenu au courant de ce qui se passait là-bas. Pas parce que j'avais demandé, juste parce que c'est Gus. 72 ans, vivant seul. Rien de mieux à faire que de garder un œil sur le quartier. Les choses devenaient moches. Des scènes de ménage qu'il pouvait entendre depuis son salon. Des portières de voitures qui claquaient à des heures bizarres. Les potes de Luc qui allaient et venaient jour et nuit. Le 10e jour, Gus a dit que la Camaro de Luc n'avait pas bougé de la même place depuis 3 jours. Le 12e jour, Luc est enfin parti. Il a pris tout ce qui rentrait dans le coffre. Le 14e jour, Trish était partie aussi. Gus l'a vu charger des cartons dans une remorque de location. Il a dit qu'elle n'avait pas regardé en arrière quand elle est partie. Je suis retourné à la maison ce soir-là. Première fois que j'entrais à l'intérieur depuis presque 3 semaines. L'endroit était détruit. Des trous de poing dans les murs, des taches sur la moquette, la cuisine ensevelie sous la vaisselle et les boîtes de pizza. Mon bureau vidé. Le garage couvert de taches d'huile et d'outils partout. 3 semaines et ils avaient saccagé l'endroit. Mais c'était à moi, et ils étaient partis. Eddie et Monica sont venus le lendemain matin pour aider à nettoyer. Jérôme a amené son camion. Ça nous a pris tout le week-end. Le dimanche soir, la maison était vide, propre, calme. Je me suis assis sur le porche arrière avec une tasse de café et j'ai regardé les étoiles apparaître. Première fois que je m'asseyais là seul depuis longtemps. Ça ne semblait pas mauvais. Ça ressemblait à un nouveau départ. 3 mois plus tard, Vivien a appelé avec des nouvelles. La situation de la fraude s'était réglée. J'avais signalé la chose au bureau de crédit, contesté les comptes, et laissé les banques gérer le reste. Luc a fini par accepter une sorte d'accord de plaidoyer. Mise à l'épreuve, paiement de restitution, travaux d'intérêt général. Je n'ai pas suivi les détails de trop près. Je ne voulais pas vraiment savoir. Ce n'était plus mon problème. Ce que je savais, il avait un casier maintenant. Décrocher un job décent? Bonne chance avec ça, gamin. Sa Camaro a été saisie à peu près au même moment. Il s'avère que Luc avait contracté un prêt sur le titre de propriété pour payer tout ce matos de gaming. Quand il n'a pas pu faire les paiements, ils sont venus chercher la voiture. 3 ans de travail de restauration, parti en 15 minutes. Gus m'a envoyé une photo de la dépanneuse. Je ne vais pas prétendre que je n'ai pas apprécié ça. Trish avait essayé de faire une réclamation sur la maison via son avocat. Un truc à propos de biens matrimoniaux et de propriété implicite. Son avocat a jeté un coup d'œil à l'acte et lui a dit qu'elle n'avait rien. Elle a abandonné. Aux dernières nouvelles, elle squattait chez sa sœur à Akron. La même sœur qui ne m'avait jamais aimé, qui disait à Trish que j'étais trop calme et que je cachais probablement quelque chose. Il s'avère que je cachais quelque chose, l'acte de propriété de ma propre maison. Luc restait chez son père biologique à Toledo. Le même père qui s'était tiré quand Luc avait 8 ans. Le même père qui n'avait jamais payé de pension alimentaire et qui avait disparu après les 10 ans de Luc. Je suis sûr que ça se passe à merveille. Est-ce que je me sens mal? Parfois, tard le soir, quand le sommeil ne vient pas. Je pense aux premières années quand Trish me souriait vraiment, quand Luc était un ado lunatique au lieu d'un homme adulte avec un crime au casier, quand je pensais qu'être nécessaire était la même chose qu'être désiré.
Mais ensuite je me souviens de cette nuit dans la cuisine, de la peur répétée de Luc. La façon dont Trish l'a cru sans même demander ma version. 15 ans de présence, et j'étais jetable à la seconde où son gamin pointait un doigt. Il me voyait comme une ressource, un chèque sur pattes. À la seconde où je suis devenu un problème, j'étais dehors. Eh bien, maintenant c'est eux qui sont dehors. La maison est différente maintenant. J'ai peint les murs, arraché la moquette et mis du parquet flottant, acheté de nouveaux meubles, transformé la grotte de gaming de Luc pour en refaire mon bureau, construit un établi dans le garage où j'apprends le travail du bois, fabriqué une table basse. Ce n'est pas parfait, mais c'est moi qui l'ai fait. Eddie vient le samedi. On regarde le football et on se plaint de nos genoux, de nos superviseurs, et de la façon dont l'hôpital continue de couper dans les budgets de maintenance. Monica fait du chili parfois. C'est trop épicé, mais je le mange quand même. Jérôme passe avec son barbecue de temps en temps. On cuisine dans le jardin et on discute de tout et de rien. Gus vient faire un tour avec ses histoires de vieux et ses nouvelles sur qui emménage et qui déménage dans le quartier. Je ne vois personne. Je ne le ferai probablement pas. Je sais qui je suis. Certains gars ne sont pas faits pour le truc romantique. C'est très bien comme ça. J'ai des amis. J'ai ma maison. J'ai un travail qui a du sens. Si vous lisez ceci et que quoi que ce soit vous semble familier, si vous avez déjà été jeté dehors par des gens que vous avez portés pendant des années, je veux que vous sachiez quelque chose. S'en aller, ce n'est pas perdre. Parfois, c'est la seule victoire que vous avez. Ne gaspillez pas votre salive à discuter avec des gens qui ont déjà pris leur décision à votre sujet. Ne vous tordez pas en deux pour maintenir le confort de quelqu'un d'autre.